Toute l'Église se réjouit de vous accueillir et de partager un bon moment de rencontre ce soir. Sans plus attendre, je donne la parole à Madame Martine Julian qui préside l'association Esprit Culture. C'est en effet Esprit Culture qui organise tout au long de l'année, il y a une équipe qui travaille régulièrement tout au long de l'année, ces cycles de rencontres. Je nous souhaite déjà une bonne soirée. Merci Simon. Bonsoir Valentine Jubert. Je suis vraiment très heureuse de vous accueillir au nom d'Esprit Culture qui a organisé, préparé ces soirées de rencontres. Voilà, nous nous réjouissons de la dernière soirée du cycle d'automne, puisque j'en profite pour le rappeler, au cas où certains ne le sauraient pas, la 4e soirée qui devait avoir lieu avec le président Gérard Larcher est reportée au printemps prochain. Il a été dans l'obligation de reporter cette soirée. Alors, je donne le déroulement de la soirée. Il y aura 60 minutes d'entretien entre Pascal Cromarec et vous-même, Valentine, et 30 minutes de questions pour le public. Cela sera suivi d'un verre de l'amitié autour d'un buffet sur lequel se trouvent des corbeilles qui recueilleront votre participation aux frais d'organisation, toujours généreuse. Un comptoir de vente de 3 ouvrages importants de Valentine Jubert est au fond du temple. Il est tenu par la librairie C'est ici, qui est boulevard Saint-Germain, si je ne me trompe pas. Rue de Lille, voilà. C'est Christelle qui vous accueillera pour la laïcité en débat, le culte des droits de l'homme et son tout dernier, c'est ça, géopolitique des droits humains. Voilà. Je crois n'avoir rien oublié. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et merci d'être là. Nous espérons que les micros vont marcher. Non. Alors. Dans ces cas-là, je me permets. Tiens, tu vas prendre celui-ci si tu veux. Valentine Jubert, c'est un grand plaisir et un honneur aussi de vous recevoir ici dans ce temple. Mais en fait, vous êtes en terrain connu, puisque vous le connaissez, ce temple. Vous avez été paroissienne ici pendant un certain nombre d'années. Vous êtes venu faire une conférence au moment du colloque Calvin en octobre 2009 sur la commémoration du 4e centenaire de la naissance de Calvin en 1909. Et ensuite, pour les 150 ans du temple, vous êtes venu célébrer avec nous cet anniversaire avec une conférence sur le rôle des protestants dans la diffusion des droits de l'homme. Vous êtes également venu au déjeuner du mardi une fois en 2005. Vous êtes venu à une soirée œcuménique avec Saint-André de l'Europe également en 2005 sur la laïcité. L'une des conférences s'appelait « Loi de 1905 et ensuite », et l'autre s'appelait « La laïcité, pourquoi, pour qui et pourquoi faire ». Donc, vous êtes très bienvenus dans ce temple que vous connaissez déjà. Vous êtes, Valentine Jubert, depuis 2014, directrice d'études à l'École pratique des hautes études. Je vais, pour que les personnes qui assistent à cet entretien vous connaissent un peu, je vais faire une petite liste de vos engagements, professionnels ou pas. Je dois dire que les 30 pages que vous consacre l'École pratique des hautes études donnent pas mal de renseignements sur vous, mais pas tout quand même. Donc, vous m'excuserez, ça sera un petit peu énumératif, bien sûr, mais c'est pour que, en effet, le public se rende compte un peu de ce
que vous faites. Donc, vous êtes directrice d'études à l'École pratique des hautes études. Vous êtes directrice de recherche invitée au Collège des Bernardins. Vous présidez le conseil scientifique des entretiens d'Auxerre. Vous êtes membre du conseil d'administration de la Vigie de la laïcité. Vous êtes membre du conseil d'administration de Réforme, où vous écrivez très souvent. Vous faites partie de très nombreuses sociétés savantes françaises ou étrangères. Vous êtes référente pour la lutte contre le racisme et l'antisémitisme à l'École pratique des hautes études. Enfin, vous avez de très nombreuses publications, très nombreuses. Vous donnez beaucoup d'interviews. Vous participez à beaucoup de débats, à des colloques. Et vous écrivez dans un style toujours très limpide et clair. C'est un plaisir de vous lire. Voilà, c'est simplement pour que vous vous rendiez compte un tout petit peu de ce que fait Valentine Zuber. Mais, bien sûr, c'est tout à fait autre chose que nous allons essayer de vous faire dire aussi. Vous êtes historienne, vous vous présentez comme cela, spécialiste des questions de laïcité et des droits de l'homme. Vous ne faites pas mystère du tout de vos origines protestantes. Ce sont celles de votre famille paternelle, venant de Mulhouse, en Alsace, tandis que votre maman, catholique, a été excommuniée pour pouvoir épouser un protestant. Votre scolarité et ensuite vos études se sont déroulées à Paris. Vous avez fait une scolarité secondaire dans un établissement catholique. Et vous dites que vous ne savez pas trop pourquoi. Je trouve mes informations dans la fameuse interview que vous a consacrée dans Réforme, Frédéric Casatsu, en 2016. Vous avez une formation, un cursus d'études absolument remarquable. Études d'histoire et géographie, maîtrise d'histoire moderne, agrégation de géographie, puis vous allez à l'École pratique des hautes études et tout en enseignant dans des collèges, vous préparez un doctorat d'histoire des religions à l'École pratique des hautes études, donc sur Michel Servet, sous la direction de Jean Bobéro. Ensuite, tout en continuant à enseigner, vous obtenez l'habilitation à diriger des recherches à Paris-Sorbonne et vous vous qualifiez aux fonctions de professeur des universités. Un parcours universitaire, on pourrait dire, sans faute. Comment faut-il vous appeler? Madame la directrice, Madame la présidente, Madame la professeure, Madame le professeur? C'est juste une petite question pour entamer le dialogue. Écoutez, je crois pas, je ne suis pas attachée tant que ça au titre. Et puis effectivement, comme j'exerce pas mal de responsabilités, il pourrait y avoir des confusions entre directrice, présidente, vice-présidente. On n'entend pas. On n'entend pas. Je peux peut-être mettre comme ça. Voilà. Et là, ce que vous entendez? Non? Ah ben oui, il n'y a pas les... Oui, nos cartes chantent. Voilà. Sur les bureaux. Est-ce que vous m'entendez comme ça? Ça va mieux? Je vais me pencher un peu. Oui, donc je le répète, je n'ai pas besoin de titre particulier. J'ai effectivement passé pas mal de diplômes, j'ai pris pas mal de responsabilités et c'est pour ça que j'ai tous ces qualificatifs, mais je ne m'en revendique pas particulièrement. C'est assez ce qu'il me semblait, je dois dire. Merci de confirmer. Alors, quelques questions. Un peu en vrac, d'abord sur votre adolescence et votre premier parcours scolaire et universitaire. Pourquoi une scolarité catholique pour une petite protestante? Est-ce que cela vous a marqué? Vous entamez une double spécialisation. Avez-vous hésité entre histoire et géographie?
Pourquoi cette spécialisation, en fait, dans ces deux matières? Et ensuite, pourquoi la bifurcation de l'université vers l'école pratique des hautes études? Ça fait tout un panel de questions. Vous prenez celle que vous aimez. Alors, la première, très rapidement, je n'ai fait que l'école primaire dans une école catholique de quartier qui était celle de mon quartier. Je n'ai jamais bien su pourquoi mes parents avaient fait ce choix, si ce n'est de la proximité, parce que mon père était un fou de laïcité, bien avant que ce soit la mode. Et donc, j'ai suivi ensuite tout le cursus dans l'enseignement public. Et mes parents y tenaient. Donc, c'est un petit accident de parcours, mais je ne l'explique pas. Le souvenir que j'ai, c'était donc une école de quartier. Il ne restait plus qu'une sœur, et donc tout le personnel était déjà laïque, si je puis dire. Mais j'ai plutôt de bons souvenirs de cet apprentissage et d'une grande tolérance, puisque on était deux protestantes dans cette école à ce moment-là. Il y avait une luthérienne et moi, réformée. Et dans un premier temps, je suivais tout le monde, la préparation à la première communion, par exemple, jusqu'au moment où il a fallu me confesser. Et là, ça a été un tout petit peu plus compliqué, mais je l'ai fait quand même parce que je ne savais pas. Et puis, ils ont compris par la suite que je devais être dispensée des cours d'histoire sainte. C'était de l'histoire sainte à l'époque. Et voilà. Donc ça s'est très bien passé par ailleurs. Et j'étais évidemment un peu jalouse de mes camarades. C'était une école de filles à l'époque qui ont fait leur première communion tout en blanc. Et j'étais un peu... Mais comme je suivais par ailleurs une instruction religieuse à Passy, à l'église réformée de Passy, je n'étais pas complètement sevrée. Voilà. Après, sur le cursus, l'histoire, ça a toujours été ma passion. J'ai beaucoup aimé aussi la géographie et j'ai fait les deux en même temps parce que j'ai commencé par des classes préparatoires où on préparait au concours de recrutement de l'enseignement supérieur et comme vous savez, la discipline histoire et la discipline géographie sont couplées. Donc j'ai longtemps hésité entre les deux. Mes collègues se marrent toujours quand ils découvrent que j'ai fait une agrégation de géographie, ce qui est un petit pas de côté, mais j'ai beaucoup aimé. Et en fait, ce que j'aimais dans la géographie, c'était l'aspect historique, c'est-à-dire la géomorphologie, c'est-à-dire comment se construisent les reliefs, etc., ou la géographie urbaine, ou des choses comme ça. Donc, j'ai eu une formation extrêmement diversifiée et dont je garde un excellent souvenir. Et puis après, pourquoi avoir quitté l'université pour l'école pratique des hautes études ? Eh bien, ça a été sur le conseil d'un pasteur, un pasteur luthérien d'ailleurs, qui était retraité dans la région de Meaux, Nanteuil-les-Meaux plus exactement, et qui était spécialiste, historien local de la communauté protestante de Nanteuil-les-Meaux, sur laquelle je faisais mon mémoire de maîtrise. Une communauté de vignerons qui a résisté à la révocation de l'édit de Nantes parce qu'ils étaient un peu enchaînés à leurs vignes et qui avaient des moyens de cultiver leur foi malgré tout et de se marier et de rester protestants en dépit des persécutions, puisque le dernier pasteur persécuté mort en prison était un pasteur meldois, François Charmusy. Et donc, voilà, donc j'ai fait cette maîtrise d'histoire à l'université sans problème. Et puis, donc ce pasteur que j'avais interviewé et qui m'avait pris en amitié m'avait dit, écoutez, la seule chose, avec ce que vous voulez faire, il faut aller à l'école pratique des hautes études, c'est là où c'est le mieux. Mais faites attention, il y a un professeur qu'il faut absolument éviter parce que c'est un gauchiste, c'est Jean Bobéro. Et donc j'ai suivi son conseil à moitié puisque je me suis inscrite à l'école pratique des hautes études et avec Jean Bobéro pour travailler sur la tolérance religieuse et voilà ce qui m'a amené petit à petit à mes sujets actuels. Peut-être pourriez-vous dire un tout petit mot sur les caractéristiques de cette école pratique des hautes études, enseignement et recherche.
Vous pouvez en 2-3 phrases nous dire un petit peu ce qui vous a vraiment attiré et vous a retenu? Alors, c'est une école qui est d'assez petite taille et qui, on décline le titre, qui enseigne la recherche par la pratique de la recherche. Donc il n'y a pas de cours magistraux, il n'y a pas de TD, il y a simplement des séminaires de recherche où un maître propose des idées et elles sont discutées par les étudiants qui l'entourent, ceux sur 1, 2, 3, 5 années. Donc c'est une école où on ne prépare qu'à des fonctions de chercheurs et qui attire énormément, en particulier à l'étranger. Cette école a une spécificité tout à fait remarquable et qui m'a fait aussi la choisir, c'est qu'elle a toute une faculté, on appelle ça des sections chez nous, enfin bon, toute une faculté qui est entièrement dédiée à l'étude des religions, mais à une étude qui est déconfessionnalisée, donc qui est laïque et qui ne s'occupe pas de théologie, mais plutôt du fait social religieux, du fait humain religieux, et toutes les religions possibles et imaginables, des religions disparues de l'Antiquité jusqu'à des mouvements religieux très atypiques de nos jours. Donc c'est un endroit un peu étonnant puisque c'est une université laïque payée par la République, mais qui se consacre entièrement à l'étude du fait religieux. Et son histoire étant que, excusez-moi de m'étendre un tout petit peu, mais c'est une histoire qui est très liée au protestantisme, puisque cette école pratique des hautes études a été créée en 1868 par Victor Duruy, mais la section des sciences religieuses a été créée en 1886 avec le budget qui était autrefois réservé aux facultés théologiques d'État, à savoir la faculté de théologie catholique et la faculté de théologie protestante. Ces deux facultés ont été privatisées. Il y a eu une séparation, si vous voulez, entre l'État et ces facultés. Elles ont été privatisées et l'argent qui en découlait a été réinvesti dans cette tentative d'appréhender le religieux de façon laïque. Voilà, donc c'est aussi lié à mon histoire. Et ce que je voulais dire, enfin, cette section de sciences religieuses a été d'abord animée par de très nombreux protestants érudits, ou souvent libéraux, qui ont été les premiers professeurs. Et il y a toujours eu une continuité chez les enseignants de cette section des sciences religieuses, où il y a toujours beaucoup de protestants. Vous dites, vous avez une passion pour l'histoire, mais manifestement aussi pour les sciences religieuses, puisque très vite, vous vous engagez dans ce domaine et vous approfondissez. Le premier sujet, Michel Servet, c'était peut-être, un peu opportuniste. Enfin, ça vous permettait d'entrer dans la matière, mais ensuite, vous avez totalement approfondi et la science religieuse ou les sciences religieuses vous passionnent. Et vous entretenez, comme nous savons tous, un rapport particulier avec la question de la laïcité. Alors pourquoi cette attirance pour les sciences religieuses et pourquoi ensuite ou en même temps insistez-vous à ce point, vous vous êtes dédié en fait même aux questions de laïcité? Alors il y a deux types de réponses. La première, c'est que Michel Servet n'était pas vraiment une question opportuniste, c'était pour moi une illustration de l'intolérance à laquelle pouvait porter une conviction religieuse pas assez assumée ou mal assumée. Et alors évidemment, il ne faut pas juger le XVIe siècle avec nos yeux du présent, mais néanmoins, Michel Servet a été condamné à mort 2 fois, par contumace par l'Inquisition à Vienne en France et par le Petit Conseil de Genève après l'accusation de Jean Calvin. Donc si vous voulez, c'était la victime absolue de l'intolérance religieuse, intolérance partagée à cette époque.
Donc ça répondait aussi à une expérience personnelle, vous l'avez mentionné, le fait que avant Vatican II, ma mère avait été excommuniée par l'Église catholique pour s'être mariée dans un temple protestant. Excommunication qui a été levée à sa demande au lendemain du concile, donc les choses avancent. Mais néanmoins, cet affrontement de culture que j'ai vécu aussi dans ma famille, entre une grand-mère très protestante et qui avait du mal à accepter que sa belle-fille soit catholique, une famille catholique qui ignorait tout du protestantisme. Voilà, donc ces affrontements culturels dans une religion chrétienne qui est pourtant commune m'ont toujours intéressée. Alors après, j'ai creusé, si vous voulez. Effectivement, Michel Servet, c'était un moment, et il faut avancer. Quand on est chercheur, il faut trouver du grain à moudre et avancer dans ce qu'on fait. Alors, vous n'êtes pas sans ignorer que Jean Bobéro a inauguré la première chaire d'histoire et sociologie de la laïcité à l'École pratique des hautes études, justement, sur instigation d'ailleurs de Michel Rocard, qui était alors Premier ministre. Et en tant qu'étudiante et élève de Jean Bobéro, j'ai donc été amenée aussi à travailler sur les sujets qui lui étaient proches, et donc j'ai pu approfondir, mais à ma manière propre, cette étude de la laïcité. Étude de la laïcité qui est devenue étude des laïcités, parce que l'un des acquis finalement de cette recherche universitaire, ça a été de montrer que la laïcité n'est pas une et une seule, que la laïcité n'est pas une exception française et que les régimes laïques, on en trouve de toutes sortes et qu'il s'agit dans le monde, évidemment seulement dans des pays démocratiques et d'états de droit, mais que donc cette laïcité, elle peut prendre des formes extrêmement différentes et conserver les mêmes qualités, à savoir respecter les croyances, assurer l'égalité entre les citoyens, quelles que soient leurs convictions religieuses, et ne pas discriminer ces citoyens en raison justement de ces convictions religieuses, et assurer la liberté de conscience et de culte pour tous. Donc voilà, donc j'ai accentué ma recherche plutôt sur les différentes formes de laïcité dans le monde, et ensuite je suis arrivée tout de suite finalement assez rapidement à travers l'étude de la liberté de conscience, la liberté religieuse dans ses expressions historiques et mondiales, à ces droits de l'homme, et un nouveau chantier s'est ouvert à moi à partir de là. Voilà. Alors, je vous propose au fond 3 temps dans cette seconde partie sur vos sujets de prédilection: laïcité et sciences religieuses, droits de l'homme, et puis relations internationales, puisque plus récemment vous avez ouvert encore votre champ de recherche sur les relations entre religion et politique internationale. On y reviendra. Pour la laïcité, vous dites vous-même que le sujet est chaud en France et que les débats autour de la laïcité n'ont jamais été pacifiques. Elle a toujours fait l'objet d'une foire d'empoigne. Pour quelles raisons est-ce que la France, apparemment plus que d'autres pays, est à ce point irritable sur le sujet de la laïcité? Parce que la laïcité, historiquement, a été une imposition par un État qui voulait s'émanciper de la tutelle politique de l'Église catholique. Et donc, cette histoire de la laïcité, elle commence au XVIIIe siècle, même si on en est loin encore, puisque le monarque est un monarque de droit divin, catholique, lieutenant de Dieu sur terre, et qu'il a prêté serment en jurant d'extirper l'hérésie de son royaume. Donc on est là vraiment dans l'antithèse complète, si vous voulez, d'un État laïque. Et pourtant,
et pourtant un pluralisme réel, même si très déséquilibré, existe en France depuis le XVIe siècle et même depuis avant avec les communautés juives qui n'ont jamais disparu. Un pluralisme religieux existe en France et c'est une question qui se pose ardemment à de nombreux penseurs au lendemain des guerres de religion, de savoir comment gérer ce pluralisme et une monarchie catholique exclusiviste. Et donc, les solutions, sont d'abord passées par des politiques très tardives de tolérance, après le très gros épisode d'intolérance de la révocation de l'édit de Nantes, qui impose une fiction totale, qui est que la France n'aurait qu'un roi, une loi, une foi. Après cet échec de cette politique d'intolérance, eh bien le roi se rend bien compte que ces sujets ne sont pas tous catholiques et qu'il s'agit pour le bien-être de ces sujets, un petit peu de pluralisme et de reconnaissance des minorités soit possible. Alors ça va très lentement, mais la Révolution française va poser le premier acte très fort de l'histoire de la laïcité, puisque elle va dire deux choses. D'une part, que la liberté de conscience que la religion est une opinion comme une autre, l'opinion religieuse est une opinion comme une autre, ce qui était un peu scandaleux à l'époque, vous pouvez imaginer, de dire que la religion était une simple opinion, et va aussi garantir la liberté d'exercice du culte, c'est-à-dire que petit à petit, protestants, juifs n'auront plus besoin de se cacher pour jouir de leur culte. Et puis, deuxième chose de la Révolution française, c'est qu'elle a instauré très vite un état civil, et donc elle a redonné une place légale aux minorités protestantes qui étaient jusque-là presque des sans-papiers. Donc, on est là dans un premier acte, si vous voulez, d'affirmation de l'État contre la volonté d'une Église hégémonique et dominante, et donc premier acte de laïcité. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, pourquoi la laïcité est tellement importante en France. Et la France était très en avance sur les pays européens à cette époque-là. Bon, après, les choses se sont arrangées aussi dans les autres pays, et les politiques de tolérance se sont peu à peu transformées en des politiques de liberté, c'est-à-dire d'égalité entre les citoyens, quelles que soient leurs convictions religieuses. Mais en France, cette lutte avec l'Église catholique, elle a été extrême et elle a duré tout le XIXe siècle. Et pendant ce temps-là, l'Église catholique ne cessait de durcir son appréciation du monde moderne et condamnait évidemment tous les efforts de démocratisation, de pluralisation, de sécularisation de la société. Donc on a été en France dans un conflit extrêmement frontal et brutal, et les protestants à cette époque-là ont été, si vous voulez, des forces adjuvantes du pouvoir républicain. Et c'est ce qui explique cette consonance pendant très longtemps, historiquement, entre les protestants et les républicains. Justement, diriez-vous que le fait d'être protestant aujourd'hui est une aide, en quelque sorte, dans les débats sur la laïcité? Alors je pense que les protestants de toute façon, les protestants n'ont pas une opinion. Si on pouvait le caractériser à la fin du XIXe siècle, où il y avait une tendance, malgré tout, comme je vous le disais, une accointance avec les républicains, avec la politique républicaine, tout en veillant véritablement à ce que cette république ne soit pas trop anticléricale ni trop anti-religieuse, les protestants ont une vision, oui, parce qu'ils ont vécu dans leur chair les persécutions, parce qu'ils ont participé à l'élaboration de cet État laïque. Les protestants sont généralement assez sensibles à une laïcité qui ne soit pas une laïcité intégrale, exclusive du religieux, athée, mais qui soit plutôt une laïcité de collaboration, ou si ce n'est de collaboration, en tout cas de respect mutuel, et
et à ce titre, je pense que ils ont longtemps joué, je ne sais pas si c'est encore le cas à présent, ils ont longtemps joué un petit peu les facilitateurs, hein, entre une église catholique souvent un petit peu en retard d'un métro, ou qui a du mal à se remettre en question, souvent c'est dû à la lourdeur de l'appareil, hein, ecclésial, plus que par conviction. Et ils ont joué un rôle de facilitateur. Et d'ailleurs, je dis peut-être encore de nos jours, on a pu voir lors de la série qui a suivi les attentats de 2015 et combien le rôle du président de la Fédération protestante de France, ancien pasteur du temple de Saint-Esprit, avait pris un peu le lead, comme disent les jeunes, dans la conférence des responsables de culte, et avait été un élément extrêmement moteur dans le dialogue avec l'État sur ces sujets très, très graves. Et alors, comment êtes-vous venu à vous spécialiser sur le sujet des droits de l'homme? Apparemment, vous avez déduit, en quelque sorte, de vos études et recherches sur les questions religieuses et de laïcité, quelque chose de plus large qui vous a amené aux droits de l'homme. Est-ce que le fait de, votre éducation et formation protestante a joué un rôle là-dedans aussi? Alors, peut-être, mais pas l'éducation protestante, la militance forcenée de ma mère, qui a été une des premières bénévoles à travailler pour la CAT, nouvellement créée par Édith Dutertre et j'oublie, et Madeleine, ça y est, je cherche son nom de famille, c'est Madeleine Barrault, pardon, excusez-moi, je ne devrais pas l'oublier. Donc pendant 10 ans, on a été bercé par la CAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, Amnesty International. Donc la thématique droits de l'homme dans les années 70-80, qui était assez dominante dans une certaine catégorie de la population, faisait partie, si vous voulez, de mon quotidien. Mais je n'y suis pas, moi je n'étais pas une militante particulière, je n'avais pas envie d'être dans le social ou dans l'accompagnement, c'était pas mon caractère. J'admirais beaucoup les personnes qui avaient le courage de le faire. Moi, j'étais plutôt dans l'étude et dans la réflexion. Et donc, c'est par d'autres moyens, par mes moyens, que je suis revenue à cette notion de droit de l'homme. Parce que, par l'intermédiaire, en fait, toujours, c'est la continuité, tolérance, liberté de religion et de conviction, et donc l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est pour moi un magnifique texte, qui a été repris dans les conventions postérieures, dans le pacte des droits civils et politiques, qui est vraiment aussi dans la Convention européenne des droits de l'homme, à travers son article 9. Pour moi, celui-là, couplé avec le suivant sur la liberté d'expression, sont les deux plus beaux articles des droits humains. Mais évidemment, il n'y a pas que ça dans les droits de l'homme, et donc petit à petit, je déroule mon fil et j'essaye de travailler sur cette philosophie des droits de l'homme qui a paru devoir triompher et puis qui finalement est en but avec des critiques incessantes, mais là aussi, comme la laïcité, il y a toujours eu débat. Peut-être une petite question sur une expérience personnelle. Vous avez occupé des fonctions institutionnelles au sein de la Commission nationale consultative des droits de l'homme et de l'Observatoire de la laïcité. Qu'est-ce que vous avez retiré de cette expérience sur le plan de vos convictions personnelles et de vos connaissances des lieux où s'exerce le pouvoir? C'est une question intéressante parce que je suis une grosse travailleuse.
mais j'ai jamais pensé à obtenir des postes de pouvoir. Enfin, j'aime bien les postes à responsabilité, mais le pouvoir en lui-même, tel que se le représentent nos contemporains, ne m'a jamais véritablement tenté. Mais malgré moi, je me suis retrouvée à des postes de responsabilité, peut-être parce que j'avais le sens de l'organisation, j'ai fait beaucoup de scoutisme et que je savais faire. Mais l'expérience à la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui était alors présidée par Christine Lazerge, une autre protestante, a été extrêmement stimulante pour moi, parce que c'est pas un lieu qui fait les lois, mais c'est un lieu où on discute beaucoup, où on cherche et on essaye d'approfondir des sujets en les confrontant à toutes sortes de problématiques, puisque l'essentiel des membres de cette commission sont des représentants d'ONG, qu'elles soient religieuses ou non, ou de syndicats ou d'autres associations de la société civile. Moi, je ne représentais personne, j'étais ce qu'on appelle une personnalité qualifiée, ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais donc j'assistais surtout et j'essayais de mettre un peu de mon expertise au service de ces travaux. Ce qui m'a le plus frappé dans cette commission, c'est la possibilité de l'écoute entre des gens qui avaient quand même des convictions extrêmement diverses. J'ai souvenir d'une représentante d'une association LGBT qui était arrivée avec son bébé né par PMA et qu'elle nous mettait sur la table de la réunion. Enfin, mais il y avait aussi des représentants du Secours catholique, il y avait d'autres aspects, et puis de la libre pensée. Enfin bon, il y avait un mixage tout à fait passionnant de la société française, essentiellement des gens qui militaient pour quelque chose, pour une cause. Et autour de cette cause, les droits de l'homme, ils arrivaient à des consensus. Et j'ai rarement vu des disputes impossibles qui n'aient été réglées par cette discussion. Donc, dans une petite société comme celle-là, alors évidemment de gens extrêmement motivés, eh bien, on arrivait à produire quelque chose ensemble sans qu'il y ait de rupture, d'éclat, etc. Et ça, c'était assez remarquable. Alors, à contrario, quand on présentait nos travaux aux autorités compétentes, puisque la commission est censée conseiller le gouvernement, là, le silence était le plus absolu. Donc, on avait un écho extrêmement limité auprès de nos responsables. L'Observatoire de la laïcité, je n'y ai jamais appartenu, mais évidemment, j'avais des accointances avec certains de leurs membres et j'ai suivi leurs travaux avec beaucoup d'intérêt. Et lorsqu'il a été supprimé en 2021, je crois, avec Jean-Louis Bianco et Nicolas Cadenne, nous avons créé cette association tout à fait modeste, mais qui essaye d'apporter de l'information et de l'expertise sur la laïcité, qui s'appelle donc la Vigie de la laïcité. Mais vous apportez de l'information, c'est-à-dire vous suivez, enfin vous êtes saisi de cas difficiles où les questions de laïcité se posent, ou bien vous suivez l'actualité en général, un peu plus concrètement? Alors, donc on a nos petites forces, hein, donc on n'est pas, évidemment tout le monde travaille beaucoup à côté, donc c'est en plus. On a un site internet qui est très riche, puisque tous nos travaux sur la laïcité y figurent, en essayant de les classer un peu pour qu'on s'y retrouve. Mais aussi, on a un système de questions-réponses, et là, on reçoit, d'ailleurs ça tombe sur mon ordinateur, donc je peux vous dire qu'on reçoit plusieurs questions par semaine sur effectivement des petits frottements dans la société qui pourraient être considérés comme relatifs à la laïcité. Alors c'est très divers, hein, c'est des questions de savoir si par exemple un maire a le droit d'annoncer une cérémonie religieuse.
C'était des choses très, très simples comme ça, jusqu'à des choses plus compliquées, à savoir est-ce que dans une école catholique sous contrat, on a le droit d'être obligé d'aller faire du catéchisme, ce qui m'était arrivé au début, mais qui avait finalement été résolu. Et puis, évidemment, des tas de questions sur le port des signes religieux, en particulier dans le sport, parce que là, il y a vraiment quelque chose de compliqué entre la position française et la position internationale, et donc il y a eu beaucoup de débats cet été au moment des Jeux olympiques et paralympiques. Donc voilà, donc on essaye dans la mesure du possible. On a quelques juristes dans notre conseil d'administration qui nous donnent les textes exacts, parce que, voilà, et puis de faire de l'information et d'être à l'écoute aussi des polémiques pour essayer de donner notre version des choses. Valentine Zuber, évidemment, travaillant dans un domaine pareil où les débats sont généralement extrêmement forts, c'est un euphémisme, il est arrivé que vous soyez un peu attaqué, oralement peut-être, mais par écrit. On trouve parfois des réponses à des articles que vous avez publiés ou des tribunes dans Réforme ou autre chose. Le ton est parfois un peu violent. Comment réagissez-vous? Il arrive que vous répondiez. Je dois dire que ça n'est pas musclé, c'est extrêmement courtois, mais c'est très net comme réponse. Mais qu'est-ce que vous ressentez, vous, effectivement, et comment faites-vous pour répondre de façon aussi courtoise? Ça c'est gentil comme question. Alors je suis assez épargnée, je dois vous dire, parce que je me suis inscrite sur aucun réseau social. Par incompétence, je pense que je me suis trop vieille, et puis par perte de temps, enfin j'ai peur de perdre du temps. Et donc je ne reçois pas les insultes ou les mises en cause que d'autres de mes collègues peuvent recevoir et qui, je pense, doivent les affecter malgré tout. Donc pour ça, je suis assez tranquille. Oui, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois dans Réforme d'avoir un droit de réponse. C'est bien normal que ce droit de réponse soit publié. C'est normal aussi que j'essaye de clarifier ma position. Mais moi, je suis mue par des convictions qui sont assez fortes, mais qui sont appuyées sur des travaux, qui sont appuyées sur une expertise. Alors, je peux toujours me tromper, bien sûr, mais j'aime pas quand mes propos sont intentionnellement transformés. Donc voilà. Le pire qui me soit arrivé, c'était une conférence que je modérais au Centre Pompidou il y a très très longtemps, où un monsieur s'est exclamé « Madame, vous êtes à la fois partielle et partiale ». Donc là, j'étais rhabillée pour l'hiver. Oui. Voilà. Mais, et donc, partielle, oui, parce que je ne saurais jamais tout dire, ni tout, je ne saurais jamais tout sur tout. Et partial, oui, d'une certaine manière, parce que je pense que sur des sujets de société comme ça, il ne faut pas laisser de l'eau tiède ou une espèce de morale diluée qui finalement n'est pas aussi bienveillante qu'elle le voudrait être. Et là, je vise un peu un discours républicain, un peu universaliste, qui fait de la liberté et de l'émancipation l'alpha et l'oméga de la vie humaine. Donc oui, j'ai des convictions, mais j'essaye toujours comme je vous le dis, de les appuyer sur des arguments puisés dans mes lectures. Alors la troisième partie de votre orientation professionnelle, c'est donc celle des relations entre les religions et les aspects internationaux, les relations internationales. Question annexe, est-ce que je me trompe ou est-ce que le titre de votre chaire a changé depuis quelques années? Et aujourd'hui, ça s'appelle, si je vois bien, chaire religion et relations internationales, n'est-ce pas? Oui, à l'école pratique, les chaires ont des titres. Bon, le mien était assez vague pour me convenir. Il faut dire que la chaire Histoire et sociologie des laïcités était déjà occupée.
donc par un éminent collègue, Philippe Portier, et que j'allais pas reprendre un intitulé semblable parce que ça aurait fait doublon et peut-être le ministère s'en serait aperçu et aurait dit que c'est trop d'argent pour la laïcité à l'école pratique des hautes études. Mais effectivement, ça me convient bien parce que les droits de l'homme, les religions, les relations internationales, ça m'ouvre un paysage beaucoup plus vaste. Et donc, je peux cueillir à droite, à gauche des sujets de recherche qui me sortent un petit peu aussi de cette laïcité franco-française qui est finalement parfois un peu enfermante. Et donc oui, j'ai écrit avec des collègues un petit ouvrage qui n'est pas là d'ailleurs, sur la géopolitique des religions, comment les religions ont une influence dans la géopolitique, en bien comme en mal. Et on a réédité l'exercice avec les droits de l'homme, donc les droits humains. Comment les droits humains s'incarnent, colorent les relations internationales. Et on arrive à des constats, bon, certains sont désespérants, mais d'autres sont tout à fait intéressants, parce que même dans des régions du monde où on peut penser que les droits de l'homme sont un peu minorés, très souvent les pays qui les portent ont pourtant signé un certain nombre de pactes et de conventions des Nations Unies et proposent une lecture qui leur est propre des droits de l'homme. Je pense en particulier, par exemple, à la Déclaration des droits de l'homme en islam, qui est parue au Caire au sein de l'organisation de la conférence islamique. Et déjà, le titre porte droits de l'homme. Ensuite, la forme est une forme déclarative avec des articles. Mais évidemment, dans le contenu, c'est un peu moins... ça adhère moins, si vous voulez, à plusieurs des principes des droits de l'homme internationaux, en particulier au sujet de la liberté de religion et de conviction, donc ce à quoi je suis particulièrement sensible, puisque il est dit explicitement dans cette charte, dans cette déclaration, que le musulman ne peut pas changer de religion, il ne peut pas l'abandonner. Voilà. Donc voilà, c'est aussi ces petits détails, ce langage des droits de l'homme qui a longtemps été investi par tous et qui recouvre des réalités parfois fort différentes des critères internationaux. Voire contradictoires. Voire contradictoires, absolument. Les religions, vous venez de faire une allusion, alimentent les conflits internationaux, peuvent les alimenter. Est-ce qu'elles peuvent aussi les terminer? Alors, je ne dirais pas en ce sens. Les religions n'alimentent pas directement les conflits internationaux. Les conflits internationaux sont des conflits politiques, essentiellement, et ils prennent des colorations religieuses pour légitimer telle ou telle cause. Mais ce n'est pas, sauf cas extrême, c'est rarement les institutions religieuses qui alimentent directement les conflits internationaux. Alors, on a évidemment là une petite exception dans la tête qui est peut-être la position de l'Église orthodoxe russe qui épouse là complètement la politique d'invasion de Poutine et aussi sa politique de moralisation, entre guillemets, de la société et de lutte contre les valeurs occidentales décadentes. Mais les religions, les institutions religieuses, parce que les religions ça veut rien dire, mais les institutions religieuses, elles ont souvent au contraire un rôle très important à jouer dans la résolution des conflits, hein, et elles le font de manière plus ou moins discrète, plus ou moins mise en avant, mais une déclaration commune comme celle du pape François avec le Cheikh El-Azhar il y a quelques années, les efforts des institutions religieuses protestantes pour religieuses ou affiliées ou philo pour améliorer la question les conditions de vie ou d'accueil des migrants, les
réseaux diplomatiques qui peuvent être déployés à travers les institutions religieuses, puisque toutes les religions actuellement sont transnationales. Donc elles ont des réseaux qui sont différents de ceux des diplomates, de ceux des États, de ceux des commerçants, et donc elles peuvent aussi influer sur la politique internationale, et c'est ça qui est absolument passionnant, c'est ces formes extrêmement diverses que peuvent prendre l'action religieuse. Alors nous, en tant que Français, on a un petit peu toujours un préjugé en pensant que ce qui est de l'ordre du religieux et de l'ordre de l'obscurantisme, et qu'il faut absolument écraser l'infâme pour arriver à une raison raisonnante. Mais je crois qu'on se trompe. Je crois que c'est un moteur, un moteur d'engagement, et en ce sens, un moteur de changement. Vous auriez 2-3 exemples? Je vous en ai donné quelques-uns là sur. Alors je pensais à Sant'Egidio, par exemple, qui développe une diplomatie à l'ombre du pape, bien sûr, mais qui est une communauté de laïcs catholiques. Je pense évidemment au Conseil œcuménique des Églises, qui a une mission aussi de rassembler sur des thèmes communs les églises protestantes et une grande partie des églises orthodoxes. Mais il y a un nombre incalculable d'institutions comme ça, européennes, transnationales, internationales, des ONG, confessionnelles ou non, qui ont un impact profond sur l'état du monde et sur sa transformation. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être naïf, bien sûr. Il y a aussi des appels au meurtre. Enfin, je veux dire, c'est consubstantiel aussi à une croyance religieuse exclusive de toutes les autres, d'appeler aussi à la destruction de ce qui n'est pas la vérité pour cette religion. Et donc ça donne aussi des phénomènes épouvantables comme Daesh ou des mouvements de ce type. Merci. On va faire une troisième partie rapide sur des questions un peu plus personnelles peut-être, ou d'avenir. Vous êtes en contact avec des étudiants tout le temps, plus ou moins jeunes d'ailleurs, certains sont adultes, je crois, complètement. On dit beaucoup que les jeunes aujourd'hui doutent de tout et semblent avoir très peu confiance dans l'avenir. Alors peut-être que ce sont des statistiques purement françaises, mais il semblerait que ça soit un peu général en Europe au moins. Qu'est-ce que vous en pensez, et qu'est-ce que vous leur diriez ou qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes et à vos étudiants? Alors mes étudiants, comme vous l'avez souligné, ne sont pas tous très jeunes, mais il y en a. Et j'ai des étudiants aussi qui viennent un peu de partout, puisque j'ai une doctorante coréenne, une doctorante chinoise, une autre brésilienne qui va bientôt soutenir sa thèse, beaucoup d'Italiens, d'Italiennes. Donc j'ai aussi des gens qui sont à un certain niveau d'études et qui ont une certaine maturité, même si parfois ils peuvent être encore assez jeunes. Alors je ne sais pas s'ils sont vraiment représentatifs de la jeunesse. Et puis à titre de mère, j'ai des enfants mais qui ont été élevés dans un milieu confortable, bourgeois, éduqués. Alors ils sont passés par des épreuves, les uns et les autres, c'est certain, mais encore une fois, ça n'est pas représentatif, donc j'aurais du mal à avoir une réponse. En tout cas, les jeunes que je fréquente le plus, ils ont des passions, malgré tout. Mais ils ont plusieurs passions. Alors parfois, ils sautent de passion en passion, ils ont un peu de mal à se stabiliser. C'est plus ça que je vois. Non, moi, je suis toujours plutôt admirative de l'engagement des jeunes. Donc, je ne suis pas très pessimiste là-dessus. Je comprends que le monde soit difficile. Il est difficile aussi pour les adultes, je les rassure. Quand on voit ce qu'on voit, en particulier depuis 10 jours, et l'élection de qui vous savez.
Mais je pense qu'en France, on est quand même extrêmement privilégié, qu'on a beaucoup d'opportunités et qu'on se retrousse les manches et on s'entraide. Et ces jeunes qui veulent quelque chose, qui savent finalement, à force de tâtonner où ils veulent aller, ils y arriveront, j'en suis certaine. Alors, cette espèce de mal-être de la jeunesse dont on parle beaucoup dans les médias, au fond, vous n'y croyez pas vraiment ou vous pensez qu'il est un peu exagéré? Non, je pense que le mal-être, il est consubstantif à la jeunesse. Souvenez-vous des poèmes d'Alfred de Musset. Hein. Là aussi, voilà un mal-être, alors il y a plus de 200 ans, mais je pense que c'est plutôt dans cette période d'incertitude, de construction soi, on est forcément en déséquilibre, on n'est pas tendu vers un objectif bien connu, puisqu'on appréhende le monde. Je ferai un petit peu attention de ne pas être dans cette complainte un peu facile et cette recherche un peu d'être une éternelle victime. Je pense que j'ai un côté un peu libéral dans ce sens, c'est-à-dire que je pense que quand on a les cartes en main, on va y arriver. C'est pas tout de suite, c'est pas l'immédiateté. C'est-à-dire qu'on est dans une société de l'immédiateté. Il faut un résultat tout de suite. On commande un livre sur Amazon, il faut qu'il arrive dans l'heure. Donc voilà, je pense qu'on est assujetti à des contradictions, enfin des injonctions contradictoires, et que les jeunes, évidemment, ont peut-être un petit peu de mal à trouver leur place. Mais chaque génération a ses défis. Et je crois que la nôtre, enfin celle actuelle, pourra tout aussi bien s'en sortir. Et si on pense au malaise, par exemple, des jeunes à la fin des années 60, début des années 70, qui a explosé de manière aussi phénoménale, finalement ils ont changé le monde, en tout cas le monde occidental, d'une certaine manière, et puis ils sont tous arrivés à des postes de pouvoir et de responsabilité. Et voilà, bon, maintenant il faudrait qu'ils laissent un peu la place aux jeunes, c'est certes, mais voilà, ils sont... Donc toutes les crises permettent aussi, à mon avis, de se remettre en question et d'avancer. Vous avez confiance, merci. Dans le fameux article de réforme de Frédéric Casatsu, en 2016, vous considériez le protestantisme comme une sorte d'aristocratie. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui le protestantisme pour vous? Alors je dirais plus du tout ça maintenant. Peut-être un certain protestantisme luthéro-réformé de Paris-Ouest, mais je dirais plus ça. Je dirais que le protestantisme, c'est un monde. J'ai eu un autre maître dans mon apprentissage qui était Émile Poulain, qui n'avait aucun intérêt pour les protestants. Il y avait que l'Église catholique qui l'intéressait et ses différentes configurations, et il avait cette phrase « l'Église est un monde ». Et je pense que le protestantisme est un monde. Et nous, on n'en voit qu'une toute petite partie, et elle est déjà extrêmement diverse en France. Et elle est mouvante aussi, avec des communautés qui se créent et qui, évidemment, ne suivent pas forcément les mêmes cantiques sur le tableau, mais ont une vraie spontanéité, une vraie foi, une vraie conviction. Et c'est pas tout à fait les mêmes protestants, et on se demande tous comment on va quand même leur parler. Et dans le monde, c'est là aussi une explosion. Donc le protestantisme, non, ça n'est plus une aristocratie, c'est une modalité chrétienne, plusieurs modalités chrétiennes. Et il faut trouver le plus petit dénominateur commun, et c'est ce qui nous incombe, en tout cas si on tient au message de la réforme et à cette mise en valeur de l'individu et de la liberté individuelle, qui est, me semble-t-il, le message que l'on doit retenir de ce mouvement. Et l'avenir du christianisme, vous le verriez comment ?
Là encore, moi je pense que le christianisme n'est pas du tout menacé, peut-être dans nos sociétés. Ça oui, on est dans des sociétés extrêmement sécularisées et qui perdent pied un peu en ce qui concerne ses racines ou ses fondements chrétiens, puisque beaucoup de choses n'ont plus de sens. Beaucoup de signes religieux n'ont plus de sens pour nos contemporains, parce que tout simplement, ils n'ont pas du tout été socialisés. Et que l'école publique, par vocation, c'est bien garder de donner quelques connaissances que ce soit sur le religieux. Donc on est là dans des sociétés, on est vraiment expérimental. Qu'est-ce que le christianisme en Europe ou dans les pays occidentaux, dans les pays riches, il est plutôt menacé. Alors il y a aussi des contre-exemples. Vous voyez, aux États-Unis, même s'il y a une baisse de pratiques qui commence tout juste à se manifester, il y a un unanimisme religieux très fort. Dans les pays européens, même si on en garde la forme, le nom, très souvent, c'est évidé, c'est-à-dire qu'il n'en reste plus grand-chose. Et la transmission est une vraie question. Comment faire venir les jeunes, justement, les jeunes dont on parlait, comment transmettre, voilà, est-ce que dans 50 ans, ce temple sera encore habité tous les dimanches matins? C'est une vraie question. Alors, il ne faut pas faire de catastrophisme, mais chacun fait un peu ce qu'il peut dans son coin, mais il faut avoir à l'esprit cette hypothèse, enfin ce problème. Maintenant, je pense que, alors je ne dirais pas que la religion certains disent, est de la nature de l'homme, donc il peut ne pas y avoir, il ne peut pas ne pas y avoir de religion dans une société, mais ce que l'on perd de la religion traditionnelle, elle s'investit dans d'autres formes. J'allais dire d'irrationalité, ce qui est un peu choquant, mais enfin disons d'autres formes de spiritualité. Et là, l'avenir est ouvert. Ce qui est certain, c'est que ce qui ressort de mes recherches et de mon expérience, c'est que la religion telle qu'elle s'exprime au XVIe siècle n'est pas la religion du XVIIIe, n'est pas la religion du XIXe et n'est pas la religion du XXIe siècle. La même appellation religieuse s'est considérablement transformée et a muté. Donc forcément, ça va aussi continuer à se transformer. Mais la foi peut être la même. Alors je pense oui que la foi et le message, et c'est parce qu'on est dans des religions à texte, le message qui est contenu, mais qui doit toujours être relu, réinterprété, adapté à la situation présente, le message peut rester intemporel. Voilà. Après, c'est qu'en font les personnes qui en sont les dépositaires et qui le transmettent. Valentine Zuber, je crois que nous arrivons à la fin de cet entretien. J'espère ne pas trop me tromper en pensant que votre moteur intérieur est une confiance, sans doute aussi une foi, qui vous incite à chercher toujours davantage comment arriver à avoir entre les humains de la tolérance tout en ayant de la liberté. Je crois que ce sont les deux mots que vous avez le plus cités, tolérance et liberté. Et pour moi, cela rejoint en effet une certaine confiance, voire une foi, peut-être d'origine protestante, ça je ne sais pas, ou plus générale. Vous êtes d'accord ? Oui, je pense que vous avez bien entendu et que je me suis d'ailleurs surprise à les redire comme ça, parce que c'est... mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a guidée toute ma vie et que j'essaye aussi de mettre en pratique dans ma vie personnelle et professionnelle. C'est-à-dire la tolérance, c'est-à-dire accepter ce qui est désagréable, parce qu'on peut dire que ça peut aller jusque-là. Et puis la liberté qui est toujours un combat, et
et là, j'ai même pas abordé le thème féminisme, enfin, qui est un combat pour les femmes, qui n'est pas complètement achevé. Et donc oui, ça me tient à cœur, et c'est peut-être effectivement ce que j'aimerais laisser, si jamais je laisse quelque chose, c'est cette foi véritable en la construction et dans le progrès personnel par la remise en question et l'écoute. Voilà. Merci beaucoup pour cet entretien. Et la parole est désormais à la salle. De lever la main pour ceux qui souhaitent poser les questions. La question est toujours très difficile. Bonsoir. Vous avez évoqué justement la religion ou le poids de la religion aux États-Unis, bien qu'il s'agisse d'un pays laïque. Est-ce que vous pouvez développer ce sujet-là et son pendant en Turquie, qui est également un pays laïque? Merci. Alors, vous savez, c'est pas parce qu'on s'appelle pays laïque qu'on est forcément laïque. Je vais commencer par la Turquie parce que c'est le plus simple. La Turquie a traduit son système politique par un néologisme tiré de laïcité, effectivement, puisque le terme en Turquie, c'est laïclik. Et la laïcité est de moins en moins, mais était d'un pilier de la Turquie moderne à la suite de la réforme très importante faite par Kemal Atatürk. Et cette réforme étant passée par l'interdiction du chapeau, qui était le signe religieux à l'époque pour les hommes, et du voile à l'université et dans les institutions publiques. Cette laïcité, malheureusement, ne correspond pas à mes critères de la laïcité, en ce sens que c'est une laïcité qui se caractérise par un contrôle absolu sur la religion sunnite, puisque le ministère des Affaires religieuses, qui est le plus gros ministère, c'est l'équivalent de notre ministère de l'Éducation nationale à nous, le plus gros ministère de Turquie, se charge de rémunérer les imams, mais aussi de rédiger les prêches du vendredi. Imaginez que votre pasteur reçoive du ministère de l'Intérieur le texte de son prêche. Alors ça l'arrangerait peut-être quelquefois, mais enfin, il se sentirait un petit peu dépossédé. Donc vous voyez, c'est pas du tout, c'est une laïcité qui s'apparente plus à la laïcité telle qu'elle avait été comprise par Napoléon, c'est-à-dire assez directive et contrôlante. Et par ailleurs, les minorités religieuses en Turquie ont très peu de droits et sont très peu reconnues. Voilà. Donc la laïcité turque, attention, c'est une sécularisation du politique et de la société, mais ça ne va pas jusqu'à la liberté que représente, selon moi, un État laïque. La laïcité américaine, c'est très intéressant parce que c'est un miroir renversé de la laïcité française. La laïcité française, je vous l'ai dit, elle s'est construite parce que l'État voulait en finir avec un contre-pouvoir encombrant qui était l'Église catholique. Et donc, elle a imposé un certain nombre de règles, y compris la séparation, ce qui était difficile à digérer. Aux États-Unis d'Amérique, qui fuyaient l'intolérance européenne, les colons, les premiers colons, il n'était pas question que l'État s'arroge le droit de se mêler de religion. Et c'est ce qui explique la multiplicité religieuse aux États-Unis, la multiplicité de dénominations et la liberté avec laquelle vous pouvez fonder une église. Vous n'êtes pas content avec votre pasteur un dimanche, le lendemain
lendemain, vous fondez une nouvelle église et vous obtenez des fonds pour construire un bâtiment, créer une communauté, etc. Une espèce de libéralisme absolu du religieux qui finalement s'institutionnalise assez peu. Donc en France, c'est l'État qui se méfie du religieux et qui fait la laïcité. Aux États-Unis, c'est les religions qui se méfient de l'État et qui réclament la laïcité. On est dans une optique assez différente. Ce qui a permis aussi à ces religions de continuer à se développer et cette pratique religieuse presque débridée, oui, et surtout très importante. C'est très difficile, ça a été très difficile aux États, c'est toujours très difficile aux États-Unis de se déclarer sans religion, par exemple. Bonsoir. J'avais une question. Aujourd'hui, les droits fondamentaux. Vous m'entendez? Bonsoir. Les droits fondamentaux, aujourd'hui, enfin, droits humains, j'ai aussi évoqué la liberté fondamentale. Vous m'entendez? Oui. Là, c'est bon. Donc, je disais les droits humains. On sait qu'aujourd'hui, il y a eu 3 vagues de droits humains, donc au 18e et au 19e siècle, en 1900 au 20e siècle avec les droits économiques et récemment avec les droits solidaires. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore de la place pour qu'ils évoluent et qu'ils s'accentuent ces droits? Je n'ai pas tout à fait compris la fin de la phrase. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore de la place pour que les droits humains s'élargissent avec une 4e vague de droits? Alors, les premiers, c'est les droits civils et politiques, oui, au XVIIIe siècle, puis les droits économiques et sociaux, qui sont actés par la Déclaration universelle des droits de l'homme et le pacte de 1966. Le 3e, c'est pour vous? Je pensais aux droits qu'on appelle solidaires, qui sont les dernières et ça. De solidarité. Solidaire, exactement. Oui, Ça. oui. Mais il y a aussi les droits. Enfin, il y a une multiplication de réclamations de droits, effectivement. Alors, on a parlé de génération, mais c'est pas très juste parce que les réclamations, elles ont eu lieu en même temps. Si à la fin du XVIIIe, on a codifié que des droits civils et politiques, c'est que les réclamations en faveur de droits économiques et sociaux n'ont pas été retenues par une classe sociale révolutionnaire qui n'avait pas envie de donner trop de droits aux classes populaires. Les droits économiques et sociaux, c'est beaucoup l'URSS qui a poussé à ce que, au sein des Nations Unies, on donne une place égale aux droits civils et politiques, qui était plutôt la tendance américaine, libérale, européenne, aux droits économiques et sociaux. Les droits culturels sont venus après, les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, les droits... Alors, il faut faire la différence. Enfin, il faut effectivement, c'est très compliqué de classer tous les droits. Et surtout que maintenant on dit les droits de la nature, les droits des fleuves, les droits des peuples autochtones, les droits des femmes, les droits de l'enfant, les droits... Enfin, vous voyez, il y a une multiplication des domaines d'application des droits qui rend l'exercice évidemment très compliqué et qui aggrave surtout les déséquilibres entre les pays, entre ceux qui garantissent la palette complète, enfin qui devraient leur garantir la palette complète, et puis ceux qui choisissent finalement parmi les droits. On parlait de la Turquie. Il y a eu lieu en Turquie une convention, a été déclarée une convention sur la violence faite aux femmes. C'est un sujet d'actualité. La déclaration d'Istanbul, et bien finalement, la Turquie, qui l'avait signée, s'est retirée. Il y a aussi des mouvements qui vont d'épanouissement des droits qui sont garantis, et puis des pays qui, pour des raisons souvent de souveraineté ou d'égoïsme national, se retirent de telle ou telle convention. Donc, c'est un paysage extrêmement complexe, et c'est pour ça que c'est un sujet d'étude qui pourra couvrir plusieurs vies, parce que ça va au-delà de la seule construction juridique. Ça met en jeu
toutes sortes d'enjeux. Et parfois, il y a des contestations des droits humains qui ne sont pas complètement inintéressantes, même si elles ont un résultat plutôt négatif sur les populations. Mais par exemple, il y a eu une contestation à une époque par les pays asiatiques des droits civils et politiques en disant nous, on donnera le droit, on fera des élections libres et une démocratie représentative lorsque notre peuple sera convenablement nourri et protégé, aura un toit, et à ce moment-là, quand le développement économique sera suffisant, on donnera les droits civils et politiques. En général, ça n'arrive jamais, hein, c'est une excuse. Mais on peut comprendre malgré tout que pour choisir librement son gouvernement, il vaut mieux avoir quelque chose dans le ventre et avoir un toit sur la tête. Donc voilà, il y a toutes sortes de facteurs qui rendent la généralisation universelle, puisqu'on se targue que ces droits, de dire que ces droits ont vocation universelle, mais pour l'atteindre, il y a du boulot. Voilà. Et différents types de droits qui apparaissent. Les droits pour les personnes LGBTQI+, auraient été impensables il y a 20 ans. Vous voyez, ça change. Madame, j'aimerais savoir si vous êtes, par exemple, consultée pour des lois très importantes comme la loi Leonetti sur la fin de vie. Est-ce qu'on vous demande votre avis et vous êtes consultée à ce moment-là? Merci. Pas du tout. J'ai été consultée une fois, c'est un mauvais souvenir, au Sénat à l'occasion des auditions à propos de la loi séparatisme qui est devenue la loi confortant les principes républicains du 24 août 2021. Et c'est bon. Je ne pense pas que je sois assez tacticienne pour m'être faite suffisamment entendre, parce que la loi était exactement à l'inverse de tout ce que je pouvais dire en tant qu'experte. Je profite de votre présence pour essayer de comprendre quelque chose que je n'ai jamais réussi à comprendre. En 2020, je crois, on supprime l'Observatoire de la laïcité. C'était un instrument extraordinaire qui, pendant des années, avait répondu à des centaines ou des milliers de questions tout à fait concrètes posées par les uns et par les autres. En évitant de parler des personnes, parce qu'on est dans un temple, alors on va faire de politique, etc., comment est-ce que vous analysez ce vrai coup d'État contre l'Observatoire de la laïcité? Quels sont les enjeux en présence? J'ai jamais réussi à comprendre cela. Et pourtant, alors, peut-être avez-vous vu passer cet été un livre d'un romancier prolixe intitulé « Les derniers jours du Parti socialiste ». Il y a quelques éléments de réponse dedans. L'Observatoire de la laïcité avait une approche extrêmement légaliste de la laïcité, hein, et pas plus, pas moins que la loi. Et la loi, y compris peut-être cette loi un peu exceptionnelle qu'a été la loi sur les signes religieux à l'école de 2004, qui déroge un peu à la philosophie républicaine laïque traditionnelle. La loi et ses interprétations par le Conseil d'État a généralement été plutôt sur le modèle « la règle, c'est la liberté, l'exception, c'est l'interdiction ». Donc l'Observatoire s'est tenu à cela, et dans un climat d'angoisse générée par les attentats à coloration islamiste et un climat général de peur,
finalement, de montée de la peur vis-à-vis du phénomène musulman en général, sans faire de... Voilà. La réponse de l'État a été, d'une part, de fidéliser, enfin, comment dire, de demander allégeance aux musulmans dits modérés à la République, et évidemment de combattre sans crainte les dérives mortifères d'un islamisme politique qui a profondément affecté nos concitoyens. Lors des attentats particulièrement redoutables du 13 novembre 2015, au lendemain de ces attentats, l'Observatoire, ça c'est le facteur déclenchant, a signé une pétition avec des tas d'autres institutions et des personnalités condamnant évidemment ce qui s'était passé, mais appelant à... enfin, je ne sais plus très bien d'ailleurs quel était le motif, enfin bon, c'était tout à fait une pétition contre l'intolérance religieuse, etc. Et pour la laïcité, il y avait, le thème n'était pas ça, mais ce qui a été reproché à l'Observatoire, c'est de la signer avec une association qui était considérée comme trop favorable aux musulmans, qui était l'association de jeunesse d'éducation populaire Coexister, et une association de défense contre l'islamophobie qui a depuis été interdite par le ministère de l'Intérieur et plus tardivement. Et donc par effet de contamination, juste pour avoir signé en même temps que ces gens, mais sur un texte tout à fait républicain et anodin, eh bien il y a eu toute une campagne de presse et une campagne de politique appelant à la démission des responsables de l'Observatoire, considérant qu'ils avaient fait de la politique, ce qui n'était pas leur rôle. Et puis je pense qu'il y avait une sensibilité autour du président actuel qui a évolué, et un certain nombre de gens adeptes d'une laïcité plus identitaire, je dirais, plus affirmée, plus anti-religieuse quand même d'une certaine manière, avec une cible assez évidente, a fait un peu changer le président de position sur la laïcité, et lui qui paraissait au début de son mandat comme assez ouvert à une laïcité apaisée et de dialogue entre l'État et les différentes religions. Plusieurs discours en témoignent, envers les protestants, envers les catholiques, envers les juifs. Je crois que l'attentat contre le professeur Samuel Paty a vraiment, c'est peut-être un terme un peu fort, mais un peu radicalisé les choses, et c'est cette mouvance républicaine dure qui a pris un peu qui a gagné le combat culturel, si je puis dire, sur ces sujets, d'autant plus qu'ils étaient un petit peu concurrencés par le Rassemblement national qui avait fait de la laïcité, enfin qui avait fait de la défense de la laïcité un de ses arguments. Alors là, on tombait des nues, mais le fait est qu'ils ne voulaient pas se faire non plus dépasser par le Rassemblement national sur ces sujets, dépossédés par le Rassemblement national sur ces sujets. Donc tout ça a concouru. En fait, la morale de l'histoire, c'est que quand on fait un travail passionné, mais permettant le doute et la contradiction et le débat, qu'on a une parole qui n'est pas assertive immédiatement, on disparaît dans les poubelles de l'histoire. Enfin, dans le monde politique, si je puis dire. Alors peut-être sur le long terme, il faut y croire, puisque moi je continue à y croire, à penser que la rationalité, le débat sans empoigne peut arriver à changer les choses. Mais là, cette institution en a fait les frais. Il y a quelques semaines, les Qataris ont
voté par référendum et à une large majorité qui n'avait plus besoin de Parlement. Ça m'a sidéré. Comment est-ce que vous interprétez cette décision qui vient du peuple ? Alors, j'ignorais. Alors, excusez-moi, vous me prenez de court. J'ignorais cette information étonnante, effectivement, que le peuple puisse voter pour retrouver ses chaînes. C'est arrivé récemment, là. Donc, de manière un peu plus bruyante. Oui, je n'ai pas pas de réponse, si ce n'est que faut être très attentif aussi. Il peut y avoir aussi des manipulations, des formulations, des bulletins de vote, pourquoi on vote exactement, et ça aboutit. Les parlements, ça dérange souvent les exécutifs. Donc, voilà. Bien, je crois que nous allons terminer ces échanges. Valentine Zuber, nous vous remercions énormément, profondément, pour avoir répondu à nos questions, pour vous être livré quand même un peu. Merci beaucoup. Et maintenant, on peut continuer les échanges autour du buffet magnifiquement préparé par une équipe que nous remercions chaleureusement. Grand merci à vous. Bonne continuation. Merci. Merci pour cette préparation. Vous avez dû y passer du temps.